Bonsoir chers téléspectateurs, bienvenue dans ce plateau pour cette nouvelle édition d'information des Bonferré Télévision. Cela dit, tenu du 6 au 17 mars dernier à New York, le Niger a participé à la session de la Commission de la condition de la femme. Ce jour 17 avril 2023, la ministre de la Promotion de la femme et de la protection de l'enfant et son équipe ont procédé à la restitution du rapport des travaux de la Commission CSW 67 au centre Mahatma Gandhi de Niamey. Compte rendu Aïchatou Mamadou et Rabi Lam. Ce rapport d'une centaine de pages qui fait l'objet de présentations et de restitutions aux partenaires techniques et financiers et aux acteurs concernés n'ayant pas été à la session fait suite à la participation de Mme Alouri Aminata Azurkaleini, ministre de la Promotion de la femme et de la protection de l'enfant, à la tête d'une délégation aux 107e session de la condition de la femme dénommée CSW 107. Tenue du 6 au 17 mars dernier à New York. Avec thème prioritaire, innovation et évolution technologique, éducation à l'ère du numérique, aux fins de la réalisation de l'égalité des sexes et de l'autonomisation de toutes les femmes et de toutes les filles. Dans le cadre de cette participation, le Niger s'est fixé comme objectif de contribuer à l'élaboration des progrès réalisés ainsi que des perspectives par rapport au thème de la session. Également, comme objectif de présenter les expériences réussies afin d'assurer une mobilisation de ressources conséquentes pour leur mise en œuvre et leur mise à l'échelle. Outre ces objectifs fixés, il s'agit pour la délégation nigérienne de se faire démarquer à travers les débats généraux, des tables rondes ministérielles, des dialogues interactifs, d'autres réunions de haut niveau, ainsi que des événements parallèles tels que la 4e conférence mondiale sur les femmes. La délégation du Niger a pris part aux événements ci-après. Une communication a été faite lors du débat général sur le suivi de la 4e conférence mondiale sur les femmes et la 23e session extraordinaire de l'Assemblée générale. À la table ronde ministérielle, 2 communications. Le rapport général de mission sur la participation du Niger à la 107e session de la Commission de la condition de la femme CSW 107 ainsi élaboré, soumis, sera par la suite apprécié puis amendé avant d'être restitué au gouvernement nigérien. La population de la commune de Liboré a bénéficié d'un don de 400 sacs de riz ce matin. Le gestiman de Amadou Sanda, ressortissant de la dite commune, compte rendu Youssouf Haïdara et Ibrahim Ide. C'est au total 10 tonnes de riz, soit 400 sacs de 25 kg que M. Adamou Sanda, grand militant du PNDS Taraya et ressortissant de la commune de Liboré, a offert gracieusement à la population de cette commune. Un geste qui n'est pas sa première fois et qui intervient à la veille de la fête de l'Aïd el-Fitr pour soulager les familles, surtout celles démunies. Ce don n'est pas d'ailleurs le premier. À tout moment, quand il y a des besoins, il a l'habitude de les faire. Et surtout que nous sommes dans un mois béni. Donc nous remercions Adamou et nous remercions aussi toute la population de Liboré qui sont ici présents. Et on lance aussi un appel à tous les ressortissants de Liboré de faire les mêmes exemples qu'Adamou. On veut que tous les villages, tous les ressortissants de cette commune doivent donner de bons exemples comme ce qu'Adamou vient de le faire. Au nom de la population de la commune de Liboré, les autorités coutumières et administratives ont tenu à remercier M. Adamou Sanda pour son geste et invitent par la même occasion les ressortissants de la commune à lui emboîter le pas. C'est un sentiment de joie. Quand un sortissant de cette commune fait un tel geste, le premier responsable de la commune, c'est un sentiment de joie qui l'anime et une fierté.
À ce sens, nous demandons à tous les ressortissants de Sonja d'emboîter le pas. Ce dont vient à peu nommer, surtout pendant cette période des carèmes et surtout à la veille, si vous voulez, de la fête des Ramadan. Et ce dont vient aussi appuyer les efforts de l'État dans le cadre de renforcement de la résilience de nos communautés. Les 400 sacs de riz seront distribués à la population des villages et hameaux de la commune de Liboré, a rassuré le maire de la commune en réceptionnant le don. L'invité des 5 dernières minutes de ce lundi reçoit le président de l'Association des sociétés de sécurité du Niger, Yassine Diallo. Avec Abdrahmane Younoussa Issa, il sera question de parler des missions et objectifs des sociétés de sécurité au Niger. Ça sera juste avant la fin de cette édition. Le nouveau bureau du Conseil supérieur de la communication CSC tient depuis ce matin sa première session ordinaire de son mandat. C'est le président de l'institution, Dr Kabir Sani, qui a procédé à l'ouverture des assises avec 5 points qui sont inscrits à l'ordre du jour. Compte rendu Boubacar Amadou et Likoga. Officiellement installé le vendredi 31 mars dernier, le tout nouveau bureau du Conseil supérieur de la communication tient sa première session ordinaire de son mandat, une obligation légale prévue par les textes en vigueur. 5 points inscrits à l'ordre du jour de la présente session. Information sur le CSC. Examen et adoption du projet de délibération portant règlement intérieur du Conseil supérieur de la communication. Examen et adoption du projet de délibération portant composition, attribution et fonctionnement des commissions d'instruction. Examen et adoption du projet de délibération déterminant les modalités de la saisine d'office et la procédure de traitement des plaintes et recours soumis au CSC. Questions diverses. Le tout nouveau bureau, selon son président, ambitionne d'améliorer les conditions de travail dans les médias et des acteurs qui les animent. Pour ce faire, le bureau entend apporter des réformes appropriées sur certaines taxes qui sont déjà dans le circuit d'adoption. Le nouveau bureau, selon toujours son président, entend au cours de son quinquennat proposer un rehaussement du fonds d'aide à la presse conformément à certains organes de régulation des médias des pays voisins. Je dois rappeler à ce sujet, par exemple, dans la sous-région, le fonds d'aide à la presse est de 1,4 milliard au titre de l'année 2021 au Sénégal, 1,16 milliard de francs CFA pour la subvention en faveur des entreprises de presse privées en République de Côte d'Ivoire. Vous comprendrez aisément que les moyens mis à notre disposition sont insuffisants pour soutenir 14 télévisions privées, 78 radios privées et une quarantaine d'organes indépendants de presse écrite. J'estime qu'au regard du service public que cette presse assure dans notre pays, notamment dans le renforcement de la démocratie, l'état de droit et la promotion de la bonne gouvernance, la presse mérite un appui qui approcherait les 2 pays membres de l'UMOA que je viens de citer. Ce nouveau bureau a beaucoup de dossiers sur sa table, c'est pourquoi le président appelle les membres à être honnêtes, disponibles, impartials, justes et un don de soi à mettre à la disposition de l'institution. Autant pour moi, c'était le tout nouveau président du Conseil supérieur de la communication, Salifou Labo Boucher. Pour suite de ce journal, rupture collective hier au niveau de la mosquée des grandes prières de Niamey. Elle a été organisée par l'association Atigaba en collaboration avec l'agence nigérienne de volontariat pour le développement ANVD. Cette action s'inscrit dans le cadre de la célébration de la journée des bonnes actions. Balima Bouraima et Mamadou Djouri pour d'autres précisions. 16 avril, journée mondiale de la bonne action au Good Deeds Day, occasion pour nombreuses organisations de par le monde d'aider les populations en difficulté.
C'est dans ce cadre que l'association nigérienne Achigaba, en collaboration avec l'Agence nigérienne de volontariat pour le développement ANVD, en contexte oblige, offert une rupture collective à plus de 200 personnes au niveau de la mosquée de Grande Prière de Niamey. D'abord, l'ONG Achigaba est le représentant officiel du Good Day au Niger. Le Good Day est un mouvement qui fonde son origine sur le principe de faire du bien sur le milieu où l'on se trouve par une action minime soit-elle. Ça soit faire la salubrité, des dons, faire traverser une personne âgée. Bon, nous aujourd'hui, nous sommes basés sur la rupture collective qui était afin de partager, d'apporter du bonheur au cœur des gens. Pour la NVD, sa participation à cette activité se justifie par un appel pour que les bonnes actions soient éternelles. La bonne action, certes, c'est aujourd'hui le 16 avril, le mouvement international, mais il ne faut pas attendre que seulement peut-être une journée spéciale pour faire des bonnes actions. La journée spéciale, elle est là pour nous rappeler qu'on doit faire des bonnes œuvres autour de nous, qu'on doit donner la joie, qu'on doit vivre, qu'on doit créer une synergie d'action, une solidarité entre nous. Objectif atteint selon les organisateurs, puisque l'activité a concerné toutes les couches sociales de notre pays. Un vrai brassage. En tout cas, on a eu assez quand même de présents, des gens qu'on ne connaît pas. Donc, tout celui qui passe, on les invite à venir faire rupture avec nous et puis faire la gloire pour notre pays. Je pense que, franchement, on a atteint notre objectif. Okay, pour la nouvelle édition, on espère que ça soit plus grandiose, pour que l'ONG soit encore plus connue. Donc maintenant, nous invitons tous les jeunes Nigériens à venir nous soutenir pour la prochaine journée de la bonne action, le 16 avril prochain, Inch'Allah. Achigaba est une jeune association qui vient de démarrer ses activités. Ses membres entendent pérenniser ce genre d'action afin de contribuer à la cohésion sociale et à la consolidation de la paix dans notre pays. Cérémonie officielle de remise des prix aux lauréats de la 15e édition du concours de lecture du Saint-Coran Moussabaka édition 2023 de la radio et télévision Dounia. Occasion saisie pour le directeur général de Dounia de remercier et encourager les Makaranta avec leur maître qui œuvrent de jour comme de nuit pour la réalisation, pour l'apprentissage du Coran, qui soit une réalité au Niger, avant d'exhorter l'État et les partenaires à les appuyer afin de pérenniser l'initiative. Abdelaziz Mamadou et Abdoulaye Seydou. وتلك الأمثال نضربها للناس. Le démarrage des éditions passées à cette étape, la radio et télévision Dounia, malgré les différentes péripéties et aléas, n'a jamais baissé le bras et continue de maintenir le cap pour que la Moussabaka se tienne chaque année pendant le mois béni de Ramadan, et cela nonobstant la rareté de partenaires, dira son directeur général. La Moussabaka est une œuvre dont l'importance n'est plus à démontrer au vu de l'engouement suscité auprès des enfants, les Al-Majrin, les Zulema et même des parents pendant son déroulement. En bons musulmans que nous sommes, il est de notre devoir de créer à nos enfants un espace d'expression de leur talent. Et quoi de plus élégant que de leur offrir un cadre pour se rivaliser dans la lecture et la mémorisation du livre saint de notre religion. Et par la grâce d'Allah, les enfants s'y sont intéressés et s'y expriment à chaque occasion. L'objectif est de contribuer au rayonnement de la culture nigérienne en général et la culture islamique en particulier, dira le représentant du directeur général de la BIN, partenaire de l'édition 2023. Nous sommes aujourd'hui une banque islamique qui fonctionne sur les bases de produits islamiques et qui sont reposées sur la loi islamique. Nous intervenons et nous voulons bien prendre cette part du marché, et nous savons qu'il y a beaucoup qui voulaient faire de la finance mais qui ne vont pas de la banque conventionnelle parce que ça ne leur convient pas. Donc aujourd'hui nous sommes là pour répondre à cet aspect pour ceux qui sont exclus. Donc notre travail aujourd'hui c'est de l'inclusion financière pour le développement socio-économique de notre pays. Les
Les organisateurs ont saisi l'opportunité pour en appeler aux bonnes volontés de l'État au premier rang pour des contributions pouvant les aider à pérenniser cette œuvre sociale. Ils ont aussi fait mention spéciale aux Makaranta et leurs maîtres qui œuvrent de jour comme de nuit pour que l'apprentissage du Coran soit une réalité au Niger. Peu après, tous les lauréats de l'édition 2023 de la Moussabaka de la radio et télévision Dunia ont reçu tous des récompenses, cadeaux et autres distinctions en fonction de leur mérite. L'Union nationale des enseignants contractuels du secondaire observe depuis le 10 avril dernier une grève de 10 jours. Elles exigent du gouvernement les meilleures conditions de vie et de travail. Le constat est signé Suleiman Souma. La situation reste toujours inchangée. Pas d'évolution dans le bras de fer qui oppose l'Union nationale des enseignants contractuels du secondaire, l'UNEX, et le ministère de l'Éducation nationale. Au 7e jour de la grève de l'UNEX, les enseignants contractuels du secondaire de la dite structure, selon leurs responsables, se sont vus privés de leur compte d'épargne au niveau de Niger Post. Nous avons appuyé notre grève parlée par un mot d'ordre de blocage des notes du premier semestre, ce qui est effectif dans 5 régions. Au paiement du mois de mars, des pécules du mois de mars, le ministère de l'Éducation nationale a autorisé Niger Post à bloquer donc les comptes CCP de plusieurs dizaines de nos camarades pour les priver du minimum vital. Donc en dehors même du pécule, ces camarades-là se sont vus empêchés d'avoir accès à leur épargne. L'UNEX, par cette attitude du ministère de l'Éducation nationale, dénonce toutes ces formes d'intimidation et projette de poursuivre l'affaire devant les juridictions compétentes. Par la grâce d'Allah, nous avons pris un dossier avec lequel nous sommes allés faire le constat du blocage donc, de ces comptes à Niger Post. Et Inch'Allah, nous allons mettre cette affaire-là dans les mains de la justice pour que nos camarades puissent être mis dans leurs droits. Depuis le début du déclenchement de notre mouvement, nous nous sommes préparés à ces exactions-là parce que nous avons dit clairement que ce ministère de l'Éducation nationale-là, n'a pas de réponse à nos revendications parce que nos revendications sont contraires au complot qu'ils ont ourdi contre le peuple nigérien. Ce qu'ils ont ourdi contre les enseignants contractuels qui représentent plus de 80% des enseignants créés en main et qui enseignent notamment dans les écoles publiques. Plus que jamais déterminé à poursuivre la lutte pour la défense des intérêts matériels et moraux de ces militants, l'UNEX envisage dans les jours à venir d'autres méthodes de lutte plus concrètes et consistantes. Il faut aussi préciser dans cette lutte le silence de plusieurs structures syndicales et cadres des enseignants en vue de soutenir l'UNEX dans sa lutte engagée depuis quelque temps. Place à présent à votre rubrique l'invité des 5 dernières minutes qui reçoit aujourd'hui Yassine Diallo, président de l'Association des sociétés de sécurité du Niger. Il évoque avec Abdrahmane Younes Issa le rôle, l'utilité, la mission et les objectifs des sociétés de sécurité au Niger. Bonne réception. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce nouveau numéro de votre rubrique, l'invité des 5 dernières minutes. Et aujourd'hui, notre invité est M. Yassine Diallo, président de l'Association des sociétés privées de sécurité du Niger. M. Yassine Diallo, bonsoir. Oui, bonsoir, M. Abdrahmane. M. Yassine Diallo, vous êtes chef d'entreprise privée de sécurité vous-même et donc président de l'Association des sociétés privées de sécurité du Niger, nous le disions à l'instant. Dites-nous, alors, qu'est-ce qu'une société privée de sécurité de façon assez brève? On en parle, c'est vrai, mais c'est quoi une société privée de sécurité, très brièvement? Merci beaucoup, M. Abdrahmane. Écoutez, vous savez que la sécurité, ça relève des prérogatives de l'État. Donc, c'est l'État qui a pour mission de bien mettre à l'abri les personnes et leurs biens. Donc les sociétés de sécurité privée, c'est la deuxième option de l'État
qui a voulu déléguer certaines de ses missions au niveau de certaines entreprises de sécurité privée. Nous sommes rien, ni plus ni moins que les auxiliaires des FDS. Voilà de manière rapide ce que signifie une entreprise de sécurité privée. Alors, les FDS, on sait exactement à quoi consiste leur travail, M. Diallo, mais vous, ces entreprises ou ces sociétés privées de sécurité, en quoi consiste véritablement le vôtre, le travail de ces sociétés donc, et des agents qui y travaillent? Bon, les missions à nous confier sont de plusieurs ordres, hein, puisque nous pouvons travailler autant avec les particuliers, avec les institutions, qu'avec l'État lui-même. Donc, ces missions consistent à la protection des biens, à la surveillance de certaines infrastructures sensibles, telles que les sites miniers, à la surveillance des hôtels et à l'accompagnement dans de l'événementiel ou dans certaines missions même d'escorte et de protection. Puisqu'aujourd'hui, au vu du contexte à risque très élevé, nos entreprises ont parfois des missions d'escorte. Et lorsqu'il s'agit d'un personnel armé, évidemment, comme dans des pays tels que le Niger, nous travaillons avec l'accompagnement des FDS qui ont, elles seules, la prérogative d'avoir des armes. Donc, nous sommes dans ces missions, quelle que soit la demande, tant que l'État nous mandate, nous pouvons l'exécuter. Alors, M. Diallo, à tort ou à raison, l'image que ce société renvoie à une bonne partie de l'opinion publique nationale, et partant, une des critiques que l'on vous fait, c'est justement d'utiliser des jeunes gens à votre guise, de façon informelle. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Bon, je pense qu'il y a une grande méconnaissance malheureusement de ce secteur. Il faut l'admettre, ce sont des métiers nouveaux. Hein. Autant en Occident, les législations ont été mises en place dans les années 80, autant dans des pays jeunes tels que le Niger, ce sont des professions qu'on est en train d'apprendre à connaître. Mais à tort ou à raison, c'est vrai que l'opinion publique a ce regard sur nous, qui est un regard qui est lié à une méconnaissance du secteur. Il s'agit d'abord d'un secteur, je sais que ça peut vous surprendre, mais un secteur qui n'a pas de législation aujourd'hui. Je sais que ça peut paraître aberrant, mais nous sommes aujourd'hui en train de végéter dans une activité socio-professionnelle vis-à-vis de laquelle il n'y a aucune législation. Et à partir de là, maintenant, découle tout le reste. Puisque dès lors qu'il n'y a pas de législation, il n'y a pas de cadre. En l'absence de cadre, tout le monde fait tout et n'importe quoi. Et c'est la raison pour laquelle nous nous sommes battus pour mettre en place une association, comme vous en avez parlé, dans le but d'essayer déjà, à notre niveau, de mettre un peu d'ordre. La profession n'a pas une grille salariale qui soit à la hauteur des enjeux. Parce qu'on n'en parle pas souvent aussi, mais combien de fois ces jeunes-là qui risquent leur vie pour protéger le bien d'autrui, ou les familles d'autrui se trouvent égorgées, se trouvent victimes d'accidents liés à leur mission. Donc notre ambition à nous en tant qu'employeurs, c'est d'abord de tout faire pour valoriser ce secteur. Et un secteur dans lequel le désordre actuel entraîne justement une chute des prix, une approche approximative de certains acteurs qui malheureusement s'y sont engouffrés sans pour autant en avoir un minimum d'expertise. Oui. Et tout ceci nous fait plus de peine à nous les professionnels qu'à qui que ce soit. Justement, il y a quelques années, il n'y avait que quelques sociétés ou entreprises précurseurs, si l'on peut parler ainsi, dans le domaine. Aujourd'hui, il y a environ 500 agréments pour des sociétés privées de sécurité. Pourquoi et comment cela a-t-il pris une telle dimension, selon vous? C'est vrai que ça peut paraître aberrant quand on dit aujourd'hui qu'au Niger, il y a plus de 500 sociétés de sécurité. Il y en a très peu qui sont visibles. En fait, il y a à peu près 500 autorisations, mais il y a très peu qui sont opérationnelles. Donc le secteur étant un secteur pourvoyeur d'emploi et un secteur avec une dynamique économique aussi, tout le monde s'y engouffre. Et c'est ça le danger justement. C'est qu'aujourd'hui ne peut pas être médecin qui veut, ne peut pas être chirurgien qui veut. La sécurité nécessite un minimum de préalable, un minimum de prédisposition, et on ne peut pas permettre à n'importe qui, sous prétexte que ce domaine est porteur, de s'y engouffrer. Et c'est ce qui justifie justement les 500 licences ou autorisations qui existent, et il est temps de mettre de l'ordre.
Alors, en tant que société, en tant qu'entreprise, en tant que société privée, même si vous évoluez dans un domaine assez spécifique, vous êtes quand même à but lucratif. Vous êtes des sociétés ou des entreprises commerciales. Comment est-ce que vous en sortez? En toute honnêteté, aujourd'hui, l'environnement est très difficile. Nous avons aujourd'hui des phénomènes de corruption. Je pense que ce n'est une surprise pour personne. Nous avons un phénomène de positionnement par lobbying. Aujourd'hui, la qualité n'est pas forcément le premier des critères pour qu'on vous sélectionne. C'est en fonction de vos réseaux relationnels, en fonction de vos ramifications. Et nous savons aussi qu'au vu de l'ouverture du marché, des grandes structures d'envergure internationale avec des capitaux colossaux essaient aussi de pénétrer le marché. Parce qu'une fois que vous êtes positionné, vous pouvez rayonner sur les différentes institutions et peut-être aussi aller sur des marchés dans la sous-région. Et nous pensons qu'il faut quand même qu'on aide ces entreprises à vivre. Parce qu'à un moment où on parle de la création d'entreprises en 72 heures, il faut aussi qu'on parle de la survie des entreprises qui existent. Nous sommes extrêmement menacés par cette absence de législation et par ce désordre apparent qui ne présage rien de bon. Alors, quand vous parlez de financement ou d'investissements colossaux étrangers, qu'est-ce que vous voulez dire exactement par là? Non, vous savez, c'est vrai que dans toute activité, il y a ceux qui se démarquent des autres, mais il faut aussi être réaliste. Il y a parfois des combats entre des petites structures avec des titans, et cela n'est pas possible. Aujourd'hui, ceux qui sont la plupart du temps de la bouche de mes collègues au sein de notre association, c'est qu'on doit se battre pour qu'il y ait un partage équitable des marchés. Il ne peut pas être concevable qu'aujourd'hui nous soyons livrés à nous-mêmes et que certains acteurs se permettent de manipuler les marchés. Parfois même c'est à travers des faux appels d'offres, parce que lorsque des appels d'offres sont systématiquement orientés en vue d'un profil bien spécifique d'entreprise, on sait très bien que ce n'est que des cas simulacres d'appels d'offres. Donc il faut aujourd'hui qu'on donne la possibilité aux entreprises nationales et aux entreprises sous-régionales de compétir de manière équitable, de manière juste. Il faut aussi qu'on donne la possibilité, comme j'ai dit, aux chefs d'entreprise, parce qu'il y en a qui ont vendu des biens pour construire, pour mettre en place ces entreprises. Moi, je connais beaucoup de collègues qui ont vendu leur maison pour créer cette société. Nous autres, nous avons quitté l'Europe sur invitation officielle pour qu'on vienne s'installer au Niger. Et il va de soi que si on ne nous permet pas de vivre de notre domaine d'activité, on va assister aussi à l'exode maintenant d'une autre dimension, c'est l'exode des chefs d'entreprise vers les pays européens et autres, contrairement à ce qui se passe aujourd'hui où c'est des gens qui sont au bas de l'échelle. Donc nous pensons que nous avons des entreprises qui doivent vivre de leur activité. Et je suis convaincu que si on y met les moyens, chacun pourra, dans un paysage tel que le Niger, où le secteur est extrêmement porteur, chacun pourra fonctionner de manière correcte et pouvoir s'acquitter de ses devoirs fiscaux, pouvoir être à jour avec les impôts et toutes les institutions. Et c'est ça l'objectif de notre association. Et donc vous pensez que pour le moment, ce n'est pas le cas? Non, nous pensons qu'aujourd'hui, malheureusement, quoi qu'on dise, l'informel prend le dessus sur beaucoup de choses. Et dans la mesure où il y a une politique de mobilisation des ressources internes dans notre pays, ce qui est tout à fait légitime, les entreprises qui ne peuvent pas vont essayer évidemment de passer par d'autres schémas. Et nous estimons que pour faire des bons citoyens, il faut qu'on mette en place un partenariat d'ouverture, un partenariat d'accompagnement des entreprises, un partenariat de compréhension. Et nous, à notre niveau, au niveau de l'association, nous nous battons pour expliquer à nos collègues toutes les obligations qui sont les leurs, toutes les opportunités qu'ils peuvent avoir en étant en conformité avec les textes, et le combat qui est le nôtre est de faire en sorte que, à travers aujourd'hui une association reconnue, que l'État puisse mieux nous accompagner et que l'État puisse avoir un interlocuteur de qualité. Vous vous posez comme interlocuteur privilégié de l'État, on le comprend, mais dans ce contexte assez difficile, qu'est-ce qu'une association comme la vôtre pourrait changer? Vous savez, on n'en parle pas beaucoup, mais nous sommes un domaine pourvoyeur d'emploi. Aujourd'hui, ce que la sécurité privée emploie est colossal. Nous luttons
contre l'exode des jeunes, nous luttons contre leur chômage et nous mobilisons aussi des ressources financières. Nous participons en tout cas de manière importante à remplir les caisses de l'État à travers les différentes taxes et autres. Et à tout cela s'ajoute le devoir que nous avons aujourd'hui dans un pays avec une croissance à 2 chiffres, de créer une économie dynamique. Et moi, je pense que notre première souveraineté, c'est notre capacité à avoir une même mise sur notre économie. Et ce secteur-là, comme je l'ai dit, est un secteur qui s'en ira croissant et dans lequel, en tout cas, si les dispositions sont prises, une association telle que la nôtre, si elle est accompagnée par l'État, elle peut sensibiliser ses composantes, elle peut ramener vers le respect de différentes obligations de nombreuses entreprises aujourd'hui qui essaient d'évoluer dans l'informel, par cause de difficultés justement. Oui, alors... Monsieur Diallo, Yacine, vous appelez à une meilleure redistribution ou une meilleure distribution du marché, mais est-ce que vous ne prêchez pas pour votre propre chapelle? Est-ce que une embellie dans ce secteur ou une réorganisation dans ce secteur pourrait profiter à vos employés aussi? On en a parlé tout à l'heure, vos employés, pour la plupart, dont la situation n'est pas très enviable actuellement. Oui, je suis entièrement d'accord, mais je peux vous garantir qu'aujourd'hui, le combat que nous avons au niveau de tout chef d'entreprise, c'est de faire en sorte que son salarié soit dans les meilleures conditions. Mais pour que le salarié soit dans les meilleures conditions, il faut aussi que le chef d'entreprise puisse se faire entendre. Aujourd'hui, l'absence de législation fait que les partenaires font à leur guise la plupart du temps, et vous allez trouver des grandes institutions même qui aujourd'hui sont prêtes à tirer les prix vers le bas, alors qu'on sait très bien que ce sont des personnes qui risquent leur vie pour protéger les vies humaines et pour protéger les biens des autres. Nous, on a assez voyagé par la grâce de Dieu. On s'est rendu compte qu'il y a dans certains pays où ces agents-là sont payés à un minimum de $1000. Parce qu'une vie égale une vie. Et aujourd'hui, je pense que dans des paysages tels que le Niger, où il y a quand même des enjeux de taille, on doit se battre pour que ces gens-là soient payés dignement. On doit se battre pour qu'il y ait un accompagnement social. On doit se battre pour qu'ils puissent avoir même des 13e mois. Et cela ne peut se faire sans qu'il y ait un accompagnement de l'État. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'il n'y a pas la possibilité d'orienter le marché, le client, il en fait ce qu'il veut. Et je vous ai parlé de tous les autres phénomènes qu'il y a autour, ces ramifications, et nous sommes extrêmement inquiets parce que nous savons que notre pays intéresse de nombreuses structures internationales et qu'il ne sera pas question que nos entreprises locales soient écrasées au pays au profit de grandes structures avec des capitaux qui sont colossaux. Donc le combat est dans ce sens aujourd'hui. Monsieur Yacine Diallo, merci. Merci beaucoup. Merci à vous également de nous avoir reçus chez vous. Excellente soirée. Au revoir.